Toutes les motos ne méritent pas d'être sur la route. Certaines sont des pièces de ferraille surévaluées et sous-performantes, principalement achetées par des débutants ou des gens qui ne savaient pas mieux. Des motos qui roulent comme des caddies, aux motos qui prétendent être cool mais sont nulles en tout. Voici 20 motos que seules les personnes stupides achètent. Numéro 1. Harley-Davidson Street 750. Harley avait un plan, attirer les jeunes motards avec une cruiser d'entrée de gamme abordable. Et sur le papier, la Street 750 semblait être une idée intelligente, mais en réalité, c'était un fiasco insensible qui a raté la cible de loin. Le moteur en V était la seule chose vaguement Harley à propos de cette moto. Harley n'a même pas publié les chiffres de puissance, probablement par honte. La version Street Rod a essayé de corriger les choses avec plus de puissance et des doubles disques avant, mais même cela n'a pas pu sauver le désastre ergonomique. En 2021, Harley a discrètement abandonné tout le projet, faisant comme s'il n'avait jamais existé. Parlons de la qualité de conduite. C'était rude et provoquait des vibrations inégales. La suspension était brutale. Pour une moto de sa taille, elle n'avait pas de jauge de carburant, de compte-tours, ni même de feu de stationnement. Mais ce n'était même pas un gros problème comparé au dérapage à grande vitesse. Et l'alimentation à bas régime est plus irrégulière que du vieux gruau. Vous voulez voir ce qui se passe derrière vous? Bella Sœur... Dommage, les rétroviseurs sont assez courts pour servir de bandeaux occultants lors des vérifications d'angle mort. Essayez d'obtenir de meilleurs pneus et des tiges plus longues vous coûterait cher, en plus des pièces hors de prix et du service chez le concessionnaire qui traite les propriétaires de Street comme des citoyens de seconde classe. Certes, il a l'air cool avec sa finition noire, mais ce n'est pas une moto à exhiber. C'est celle que vous garez derrière le bar en espérant que personne ne la remarque. Si vous recherchez le style de vie Harley, évitez ce triste cosplay. Achetez un Sportster d'occasion. Au moins, vous aurez alors une moto avec une âme. Ensuite, numéro 2. Honda DN01. La Honda DN01 était livrée avec son propre avertissement « Ne pas en posséder une ». Et honnêtement, cela aurait dû être le slogan marketing. Honda affirmait qu'elle essayait d'attirer les non-motards, c'est-à-dire les personnes intimidées par les motos. Ce qu'ils ont construit à la place était une expérience de design de 600 livres avec la praticité d'une boule à neige. La DN01 a essayé d'être une cruiser, un scooter et une moto de sport à la fois et a fini par n'être aucune d'entre elles. Il avait un moteur V-twin de 680 cm3 provenant du Transalp inséré dans un cadre plus long que la plupart des Harley, avec un empattement de plus de 1600 mm. Et la transmission conviviale, plutôt « qu'est-ce que c'est que ça ?» Il avait 2 modes automatiques et une option manuelle factice à 6 vitesses, aucun d'entre eux ne le rendant amusant, intuitif ou même utilisable en conduite urbaine. On aurait dit quelque chose que le comptable de Batman conduirait. Cool de loin, mais un désastre en mouvement. Son confort était terrible et sa capacité de tourisme était encore pire. L'espace pour le passager était étrangement absent. À 14 599 $ en 2009, vous auriez pu avoir une vraie moto ou deux. Même les fans de Honda n'ont pas mordu. C'était tellement bizarre, tellement peu pratique et tellement hors de prix que la plupart des gens ne savaient même pas qu'il existait. Ceux qui le savaient travaillaient probablement chez le concessionnaire, secouant la tête en silence chaque fois qu'un modèle venait pour un service, ce qui n'était pas souvent car presque personne ne les achetait. C'était unique, mais un Segway en flamme l'est aussi. Cela ne signifie pas que vous devriez en conduire un. Un autre vélo que vous pourriez vouloir éviter est le numéro 3, Suzuki Viking. La Suzuki Viking n'est pas une mauvaise moto. En fait, elle est plutôt géniale, mais elle figure quand même sur cette liste pour une raison, de fausses promesses. Lorsqu'il a été présenté comme concept au Salon de l'Automobile de Tokyo en 2001, le Viking ressemblait à une sortie directe du garage de Batman. Moteur Hayabusa suralimenté avec 240 chevaux, fibres de carbone, acier inoxydable et garniture en cuir. Il avait un système informatique avec alerte météo basé sur le GPS, un affichage tête haute sur la visière du casque, un allumage par empreinte digitale et la capacité de parler au voleur via votre téléphone. Cela ressemblait à kit de K2000 sur 2 roues. Avance rapide jusqu'en 2007 et la version de production arrive sur le marché sans rien de tout cela. Pas de compresseur, pas de technologie futuriste, juste un moteur Hayabusa atmosphérique, développant 181 chevaux et 164 chevaux freins, enveloppé dans un style qui semblait avoir 5 ans de retard. Le Viking était puissant, certes, mais lourd et maladroit dans les virages. Pas d'ABS. Un réservoir de carburant minuscule. Et malgré ce moteur monstrueux, les performances semblaient étrangement atténuées, surtout à haut régime. C'est comme si Suzuki avait construit un train de la hype, puis livré une mobilette en cosplay. Le pire de tout, c'est qu'il n'a jamais su pour qui il était fait. Les touristes le trouvaient peu pratique, les motards de rue le trouvaient encombrant, les amateurs de dragster trouvaient l'embrayage agaçant, et tout le monde le trouvait simplement déroutant. Ce n'est pas détesté pour ce que c'est, cependant. C'est pleurer pour ce qu'il aurait pu être. La Suzuki Viking était une moto de rêve qui s'est réveillée fade.
Suzuki n'était pas la seule moto à faire de fausses promesses. Cette prochaine moto l'a fait aussi. Numéro 4. Bimota Vidu. La Bimota Vadu avait toutes les raisons d'être légendaire. Légère, belle, propulsée par un moteur 2 temps de 500 cm3 à une époque où le MotoGP les vénérait encore. Et le meilleur de tout, il promettait un moteur à injection propre, construit non pas par des amateurs, mais par Bimota, les rois de l'ingénierie de bouteille. Cela aurait dû être parfait. Au lieu de cela, c'était une crise de panique à 2 roues. L'injection de carburant avait longtemps sonné le glas des 2 temps. Personne ne pouvait la faire fonctionner. Mais Bimota a quand même essayé, passant plus d'une décennie à construire la Vidu autour de leur système d'injection directe maison. Mais ça n'a tout simplement pas fonctionné. Le résultat était une moto qui toussait, crachotait, calait et essayait parfois de se lancer en orbite avec des poussées aléatoires de plein gaz. Des coureurs aguerris, on parle de gars habitués à dompter des machines de mort le dimanche, l'ont même qualifié d'inconduisible. Et il n'y avait pas de solution. Les promesses de mise à jour logicielle ne sont jamais venues. La seule véritable solution était de retirer le système d'injection et d'installer des carburateurs. Après des années de battage médiatique, Bimota a fini par racheter les motos avec honte, se ruinant dans le processus. Et pourtant, elles restent magnifiques. Certains collectionneurs perdent plus de 30 000 $ pour des exemplaires avec peu de kilomètres. La nostalgie se vend apparemment même quand le produit fonctionne à peine. Au moins, la Vidu savait à quoi elle voulait ressembler. Ce n'était pas le cas de la moto suivante. Numéro 5. Yamaha Niken GT. La règle est 2 roues et un moteur égale une moto. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Yamaha Niken? 3 roues, 2 fourches, un prix qui dit innovation premium et une clientèle qui a dit « Non, ça va ». La plupart des gens n'en ont jamais vu sur la route, seulement dans les salles d'exposition, prenant la poussière et des regards de pitié. Yamaha a eu l'idée brillante de prendre le moteur MT-09, l'un de leurs meilleurs, et de le fixer sur un 2 roues sportif à 3 roues qui ressemble à un rêve fiévreux de Transformers. C'est comme si quelqu'un avait regardé la Honda DN01, dit « Et si c'était plus lourd donc ?» et appelé ça du progrès. Pour qui était-ce? Pas pour les amateurs de motos sportives, car ils voulaient une R9, pas un tank à 3 pattes. Pas pour les motards de tourisme, car ils avaient déjà la Tracer 9 GT. Et les fans de 3 roues? La plupart ont quitté la scène quand Can-Am a cessé de prétendre que ces choses étaient cool. Parlons des inconvénients. La direction est lourde et insensible, la maniabilité à basse vitesse est maladroite, et la taille imposante de la moto rend la circulation dans le trafic aussi difficile que de faire passer un canapé dans un couloir. L'autonomie en carburant était médiocre, la garde au sol était moyenne, et le prix était tout simplement trop élevé. La pire partie était qu'il était surconçu. L'avant ressemble à une araignée mécanique, et a plus de pièces mobiles qu'une montre Suez, ce qui signifie plus de choses à casser, et bonne chance pour les réparer sans un doctorat en dynamique de suspension. La Niken GT n'était pas une moto totalement terrible, car vous trouverez encore des motards qui jurent que c'est l'une des meilleures choses qu'ils aient jamais conduites. La prochaine moto stupide sur la liste est la numéro 6, Suzuki RE5. D'accord, celui-ci va faire grincer des dents. La Suzuki RE5 avait un seul objectif, rendre le moteur rotatif cool. Au lieu de cela, elle l'a rendu cher, fragile et presque ridicule. Sur le papier, cela semblait fou. Un moteur Wankel à régime libre, dans une moto de tourisme japonaise. Mais en réalité, la RE5 nécessitait plus d'entretien que de conduite. Les embouts de rotor s'usaient comme des gommes et le métal notoirement tendre de Suzuki n'aidait pas. Une critique disait qu'il avait besoin d'un atelier de service à la fin de chaque route. La consommation d'huile était pire qu'un 2 temps le jour de la course. Et la soif de carburant du moteur signifiait que vous jouiez à la roulette pour atteindre 100 miles avec un réservoir. Ouvrez trop la manette des gaz et vous réduiriez cette portée de moitié. Vous pourriez probablement faire un long voyage avec seulement si vous emportiez un mécanicien et un camion-citerne. Et le design était le meilleur. Le radiateur ressemblait à celui d'un char de la Seconde Guerre mondiale. Le tableau de bord, avec un couvercle en perspex coulissant, ressemblait à un accessoire d'un pilote de science-fiction des années 70 rejeté. Giugiaro a essayé d'être futuriste, mais il a raté. Bien qu'elle coûtât 2 fois plus cher qu'une moto japonaise normale et 4 fois plus cher à entretenir, elle n'était ni plus rapide, ni plus légère, ni plus amusante que n'importe quoi d'autre sur la route. Même les motos rotatives de Norton avaient plus de sens, et c'est dire quelque chose. La RE5 a fait plus qu'un flop. Elle a presque conduit Suzuki à la faillite. Idée audacieuse, exécution terrible. Une moto plus connue pour avoir essayé quelque chose de nouveau que pour avoir réussi quoi que ce soit. Avec la prochaine moto, une autre moto confuse rejoint à nouveau la liste. Numéro 7, BSA Ariel 3. Cette moto, ou quoi qu'elle prétendait être, était un enterrement sur 3 roues. Voici la BSA Ariel 3, un tricycle bizarre et pliant qui a contribué à couler tout un empire de la moto.
En 1970, après des années d'études de marché, BSA a lancé l'Ariel 3, un cyclomoteur à 3 roues avec un objectif, révolutionner la mobilité urbaine. Ce qu'ils ont fini par construire était une blague mécanique. L'Ariel 3 était censée s'incliner et pencher comme une moto, mais en pratique, elle se comportait comme un caddie avec une envie de mort. Le concepteur original George Wallace a même dit que l'équipe interne de BSA avait refusé tous les conseils, et cela se voyait. Malgré des prévisions de succès massifs, environ 2000 unités par semaine, seulement quelques centaines ont été vendues, tandis que le reste a probablement périclité dans des entrepôts ou a été fondu par honte. Le projet a coûté à BSA plus de 2 millions de livres au début des années 70, ce qui équivaut à environ 26 millions de livres aujourd'hui. Et en retour, ils ont obtenu un vélo si impopulaire qu'il aurait pu être maudit. Avec des performances faibles, une maniabilité maladroite et un look qui criait mauvaise idée sur roue, il a fait un flop retentissant. Tellement dur, en fait, qu'il est souvent considéré comme l'un des derniers clous dans le cercueil de l'industrie motocycliste, autrefois fière de la Grande-Bretagne. L'Ariel 3 n'a pas seulement échoué dans la salle d'exposition, il a échoué dans la salle de réunion, à l'usine, et dans les livres d'histoire. La seule chose dans laquelle il s'est engagé, c'est le désastre. La BSA pouvait sembler ridicule, mais au moins elle fonctionnait un peu. Ce prochain vélo, non. Numéro 8. Dodge Tomahawk. Une machine si absurde, si manifestement pas une moto, qu'elle fait paraître les trikes traditionnels. La Dodge Tomahawk était plus une crise d'identité. C'était un rêve fiévreux à 4 roues, qui est encore appelé une moto. Oui, 4 roues, pas 2, même pas 3, 4. Cette chose ressemblait à un boss final dans Twisted Metal, était équipée d'un moteur V10 de Dodge Viper et promettait une vitesse de pointe supérieure à 300 miles par heure. Mais elle n'a jamais vraiment fait quoi que ce soit. La Tomahawk était un concept roulant, une maquette non fonctionnelle habillée de chrome et de battage médiatique. La moto n'avait pas de véritable ingénierie derrière elle. Dodge l'a exhibée dans les salons automobiles comme une licorne argentée, a prétendu qu'elle se vendrait pour une somme astronomique. Et puis rien. Pas de test routier, pas de livraison, pas d'acheteur confirmé. Juste de la fumée, des miroirs et de la confusion. Pendant ce temps, Alan Milliard a réellement construit une vraie moto V10 dans son garage qui fonctionnait, et fonctionnait bien. Le Tomahawk, en revanche, restait sur des piédestaux à accumuler la poussière et les mythes d'Internet. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les gens l'appellent encore la moto la plus rapide jamais construite, basée sur des spécifications fantaisistes et un communiqué de presse de 2003. Soyons honnêtes, le Tomahawk n'a jamais été une moto. C'était une sculpture roulante, une œuvre d'art conceptuelle alimentée par l'illusion marketing. Peut-être cool à regarder, mais la plus rapide jamais construite. Pas avant de le voir en action. Jusque-là, il appartient ici à la liste des motos stupides avec le reste des légendes qui n'ont jamais été à la hauteur du battage médiatique. Avec un prix de plus de 500 000 $, personne n'en a même voulu. Passons au numéro 9, Yamaha YZF R1. La Yamaha YZF R1 est une merveille d'ingénierie. Elle est légère, rapide, d'une précision chirurgicale et éprouvée en course. C'est aussi l'une des motos les plus inconfortables jamais construites. Mais lors d'un comparatif de Superbike en 2017, elle s'est étonnamment classée 6e sur 7. L'ergonomie était tout simplement brutale, avec des repose-pieds placés haut, une selle qui ressemble à du contreplaqué lors d'une émeute en prison, et des guidons positionnés quelque part près de vos tibias. La R1 ne vous demande pas tant de la piloter. Elle vous met plutôt au défi de survivre. La moto est un sadisme réservé à la piste. Et même là, les pilotes grimacent entre les sessions. Certes, elle a dominé les courses de Superbike américaines pendant des années, mais elle n'a pas remporté un seul grand comparatif de rue depuis plus d'une décennie. Ce n'est pas une coïncidence. Pourquoi choisiriez-vous cela plutôt que la MT-10, qui partage le même moteur et ADN de base, et qui est réellement conduisible? Vous obtenez 90% des performances sans aucune facture orthopédique. Mais si vous avez besoin d'un chevalet de torture avec des ailes, achetez un R1. Mais ne dites pas que personne ne vous a prévenu lorsque vos poignets sont en compote, votre dos est ruiné et que votre ami propriétaire d'une MT-10 sourit encore après 300 miles. Le prochain vélo ridicule est le numéro 10, Kawasaki Vulcan 2000. Les cruisers japonais ont leurs fans fidèles. Ils sont généralement plus doux, plus fiables et mieux construits que leurs inspirations américaines. Mais parfois, le copieur s'emballe et le Kawasaki Vulcan 2000 est l'exemple parfait de ce désastre. Cette chose pesait 820 livres à sec. En gros, un réfrigérateur en forme de moto. Kawasaki a pensé que si les fans de Harley aiment les gros V-Twins, ils adoreraient un monstre de couple de 2053 cm3 avec 121 pieds-livres à disposition. Et bien sûr, le moteur tirait comme un train de marchandises jusqu'à ce que vous atteigniez 5200 tours par minute et rebondissiez sur le limiteur de régime comme un ivrogne sur un trampoline. Et que Dieu aide votre main, car l'embrayage nécessitait une prise de force digne de Hulk. Les motards plaisantaient en disant qu'il était livré avec un abonnement à la salle de sport. Le siège était à 27 pouces du sol, mais comiquement large et mince, punissant aussi bien les pilotes petits que grands.
Les guidons étaient étirés comme si vous pilotiez un biplan, pas en train de cruiser sur un boulevard. Ça avait l'air lourd. Ça se sentait lourd. C'était lourd. Même le retiré de la béquille latérale donnait l'impression de soulever un petit cheval, et lorsque la crise financière de 2008 a frappé, ce cuirassé chromé a coulé avec le navire, ainsi que le reste du mouvement des cruisers. Plus c'est gros, mieux c'est. Oui, elle avait de la puissance. Oui, elle a été bien construite. Mais en essayant de surpasser Harley, Kawasaki a construit une moto qui était à la fois trop et pas assez. Ensuite, nous avons le numéro 11, Hyosung GT650R. Si Hyosung a vraiment fabriqué des moteurs pour Suzuki, la rumeur dit qu'ils ont clairement gardé les bons pour Suzuki. Parce que, livrés à eux-mêmes, Hyosung a construit des motos comme la GT650R, une machine qui semblait prometteuse, mais qui donnait l'impression d'être maintenue par du ruban adhésif et du déni. Elle avait du potentiel, un moteur en V, un carénage complet et un prix quelques centaines de dollars inférieur à celui d'une véritable SV 650. Mais dès que vous montiez dessus, l'illusion se brisait comme du plastique bon marché. La transmission était vague et maladroite, avec parfois la fonctionnalité supplémentaire de sortir de vitesse en plein trajet. Les freins et l'embrayage donnaient l'impression de saisir un poisson mort. Et l'ajustement et la finition ressemblaient plus à un modèle de magasin à $1. Chaque critique pesait ses mots comme si la moto pouvait poursuivre pour diffamation. Cycle World l'a qualifié de « pas tragiquement en retard par rapport à ses homologues japonais ». Traduction, c'est mauvais, mais pas un crime de guerre. Ajoutez des retours de flammes aléatoires, des problèmes électriques, des pneus avant instables et des soucis de transmission, et vous avez une moto qui pourrait fonctionner ou vous laisser en plan à mi-chemin de votre trip d'ego. Pour aggraver les choses, elle n'est même pas belle. On s'attend à un style bancal d'une marque de contrefaçon, mais celle-ci vient de Corée du Sud, un pays qui construit des Hyundai et Kia élégantes. Pendant ce temps, la GT650R ressemble à un design fait pendant une panne de courant. Avec la moto suivante, Honda a déçu avec de fausses promesses. Numéro 12, Honda CTX 1300. Lorsque Honda a annoncé un bagger de style cruiser propulsé par le V4 du ST 1300, les attentes étaient élevées. Un cruiser musclé avec un pedigree de sport touring? Inscrivez-nous. Mais ce qu'ils ont livré, c'était la CTX 1300, une machine lourde et édulcorée qui sonnait comme un aspirateur et donnait l'impression d'une occasion manquée sur deux roues. Au lieu d'augmenter les performances, Honda a réinventé le V4 de 1260 et 1 cm3 en un moteur coupleux et à bas régime. Avec une ligne rouge à seulement 7000 tours par minute, le moteur avait tout l'enthousiasme d'une tonalité. Les échappements avaient l'air menaçants, mais sonnaient étouffés, et le CTX était ennuyeux et maladroit. Pesant 730 livres, soit 338 kg, il se comportait comme une brique détrempée dans les virages, raclant les repose-pieds tôt grâce à une garde au sol comiquement basse. Il était également proposé à un prix supérieur à $18 000, ce qui rend l'expérience encore plus douloureuse. Même Honda Amérique semblait embarrassé. Ils ont littéralement envoyé un journaliste à une partie de pêche, plutôt que de laisser cette moto participer à une compétition. Écoutez, ce n'est pas offensivement mauvais, c'est juste tragiquement fade. Une moto cruiser par numéro, sans la morsure, le rugissement ou l'âme qu'elle promettait. Au moins, Honda a essayé de garder les choses sous contrôle. Kawasaki a décidé que les motos des années 60 étaient trop ennuyeuses et a tout donné, mais a créé une blague. Numéro 13, Kawasaki H1 500 et H2 750. À la fin des années 60, Kawasaki a jeté un coup d'œil à la concurrence et a décidé que la subtilité était pour les lâches. Alors ils ont entassé un triple deux temps cracheur de feu dans un cadre léger et l'ont appelé le H1. Le résultat était une moto avec 60 chevaux, une accélération explosive et toute l'intégrité structurelle d'une chaise pliante. Le H1 était le début de la folie. Puis vint la H2 en 1972, passant à 750 cm3 et 74 chevaux. Plus de vitesse, plus de fumée, plus de pilotes terrifiés. Il ne fallut pas longtemps avant que la H2 ne gagne son surnom infâme, Widowmaker, et elle l'a mérité honnêtement. La maniabilité était une suggestion, pas une caractéristique. Le châssis se pliait comme une nouille de piscine, la suspension était à peine adéquate pour une croisière tranquille, et les freins étaient dépassés avant même que vous ne les touchiez. Ouvrez l'accélérateur trop fort et la moto bondirait en avant, comme si elle avait quelque chose à prouver et quelque chose à tuer. Les motos étaient lourdes à l'avant et paresseuses dans les virages. Ces motos exigeaient de l'habileté, de la patience et une bonne assurance-vie. Les motos étaient sans aucun doute rapides et belles, mais elles étaient également profondément imparfaites, car elles ont été construites à une époque où les fabricants japonais privilégiaient la puissance au détriment de la survie humaine. Pour certains, le chaos brut faisait partie du charme. Pour d'autres, c'était leur dernier trajet. Pourtant, avec Kawasaki, nous avons le numéro 14, Kawasaki Eliminator 125. Le Kawasaki Eliminator 125 n'est pas terrible.
Il est juste tellement oubliable qu'il pourrait tout aussi bien être livré avec des excuses intégrées. Il est léger, facile à conduire et consomme du carburant comme un adulte responsable. Mais à moins que vous ne soyez tout nouveau dans le monde des motos ou que vous ayez récemment abandonné le vélo, il ne délivrait pas le facteur « wow ». Le moteur 125 cm3 est décevant les bons jours et carrément stressé les mauvais. Mettez un passager à l'arrière, attaquez une légère montée et vous jurerez que la moto implore pitié. Sur l'autoroute, vous aurez l'impression d'être figé dans le temps, tandis que tout le monde vous dépasse en accéléré. Elle a été conçue pour les débutants, et c'est bien. Mais même selon les normes des débutants, elle est inaboutie. Il n'y a pas de véritables accessoires. Le carburateur peut être capricieux, et le frein est tout aussi terrible. Le pire de tout, c'est qu'il ressemble à un cruiser. Il promet une attitude de grand garçon, mais offre une performance de tondeuse à gazon. Vous ne roulez pas, vous existez simplement poliment dans la circulation. Passons au numéro 15, Benelli TNT 135. La Benelli TNT 135 a l'air d'une émeute, et c'est le cas jusqu'à ce qu'elle vous laisse en rade dans la circulation avec le moteur qui tout saute comme s'il se souvenait qu'il est fabriqué en Chine. Présentée comme une mini-moto avec une grande attitude, la TNT 135 est la tentative de Benelli de séduire le public du Honda Grom. Petite, fougueuse, abordable et prétendument amusante. Et bien que cela puisse être amusant par moments, en posséder un donne souvent l'impression de sortir avec quelqu'un de mignon, imprévisible et terrible en communication. Le moteur a tendance à s'arrêter au pire moment, même à des vitesses plus élevées. Parfois, il cale. La Benelli est équipée d'un ensemble complet de LED, mais les indicateurs sont à peine visibles en plein jour, et le feu arrière, malgré sa luminosité, vise le trottoir comme s'il essayait de ne pas être vu. Ensuite, il y a le système électrique qui semble câblé avec espoir et rouille. Barillet d'allumage défectueux et fusibles grillés, surtout le fusible de la pompe à carburant, sont pratiquement des rites d'initiation. La faible garde au sol n'aide pas non plus. Avec les repose-pieds d'origine, vous allez frotter des pièces dans des virages que vous ne saviez même pas exister. Bien sûr, c'est bon marché, mais vous le payez en diagnostic. Certains propriétaires abandonnent simplement et la vendent après quelques mois de saute d'humeur mécanique. Pour être honnête, pour une moto à 2500 $, vous en avez pour votre argent. Si vous pensez que la TNT ne livrait pas, cette prochaine moto est là pour livrer pire. Numéro 16. KTM 390 Adventure. La KTM 390 Adventure était censée être la porte d'entrée vers la gloire tout-terrain. Ce que nous avons obtenu à la place était une 390 Duke relookée en pantalon cargo, une moto d'aventure en théorie, une moto de ville en pratique et un compromis partout ailleurs. Construite en partenariat avec Bajaj, la 390 Adventure en donne l'impression. C'était léger et économique. Mais tout, du commutateur à la finition, crie bon marché et pas de manière charmante. Les motards s'attendant à un ADN de Dakar se retrouvent avec une direction avant nerveuse, une suspension rigide à basse vitesse et des repose-pieds qui auraient leur place sur un tapis de yoga, pas sur un sentier. Passons à la performance. Le moteur monocylindre peut atteindre des vitesses d'autoroute, mais le couple à bas régime est si doux qu'on croirait que la moto s'excuse. Il cale facilement dans la circulation et les propriétaires ont développé toute une religion autour de l'embrayage pour éviter de caler au feu. Il avait un tas de problèmes électriques tels que des pannes de pompe à carburant, des problèmes de redresseur et un système de navigation qui parfois ne fonctionne tout simplement pas. Et si vous êtes en dehors de certaines régions, bonne chance pour trouver la moitié des fonctionnalités que KTM annonce. Oui, c'est commercialisé comme une moto ADV pour débutants, mais c'est là le problème. Elle enseigne aux débutants toutes les mauvaises choses comme comment détester les routes accidentées, comment se méfier de l'électronique et comment remplacer votre pompe à carburant avant votre premier vrai voyage. Et la moto suivante apporte encore plus de mensonges. Numéro 17. Aprilia Moto 6.5. L'Aprilia Moto 6.5 était censée être audacieuse, artistique et différente. Mission accomplie. Elle ressemblait à un cône de signalisation accouplé à un mixeur. Conçue par Philippe Starck, la Moto 6.5 n'était pas tant une moto qu'un sujet de conversation que personne ne voulait aborder. Commençons par le design. Elle essayait d'être futuriste, minimaliste et élégante. Au lieu de cela, c'est devenu une leçon magistrale sur la façon d'aliéner tous les types de motards à la fois. Ce n'était pas un dual sport, ce n'était pas un roadster, c'était plutôt comme une erreur avec des miroirs. Le monocylindre Rotax de 650 cm3 aurait dû avoir du mordant, mais Aprilia l'a débridé jusqu'à ce qu'il ne délivre qu'un oubliable 43 chevaux. C'était correct en ville si vous aimiez avoir l'air de rouler sur un appareil électroménager. Sur la route ouverte, il semblait sans puissance, instable et confus. La maniabilité était une autre scène de crime. Fourche suramortise à l'avant, gâteau éponge à l'arrière, la suspension ne pouvait pas décider si elle devait vous punir ou vous bercer dans un faux sentiment de confort avant de s'affaisser. La qualité de fabrication n'était pas très bonne non plus. Des morceaux tombaient, la corrosion apparaissait comme si elle était invitée, et les propriétaires signalaient tout, des bouchons de vidange dénudés au système de freinage encrassé. La fiabilité était pratiquement inexistante. Cette prochaine moto ne devrait pas vraiment figurer sur la liste, mais les premières versions ont un peu fait des erreurs.
Numéro 18, Ducati 748. La Ducati 748 est magnifique, élégante, sculptée, imprégnée de pédigré italien. C'est aussi un avertissement pour quiconque pense que posséder une Ducati signifie simplement rouler et sourire, surtout les versions de la fin des années 90 de la moto. La 748 exige une attention constante, des réglages de soupape, des remplacements de courroies de distribution, des vérifications de fluides et des prières. Manquer un intervalle de service est une mauvaise nouvelle. Préparez-vous à accueillir des basculeurs, des problèmes de vilebrequin, des conduites de carburant vieillissantes. L'embrayage est horrible et insensible. On a l'impression de presser du béton à travers une paille. Les coureurs s'en fichaient parce qu'ils l'utilisaient une fois au départ et ne le touchaient plus jamais. Mais dans le monde réel, c'est un casse-tête. Ensuite, nous avons le numéro 19, Morbidelli 5.8. La Morbidelli 5.8 aurait dû être un chef-d'œuvre. Giancarlo Morbidelli, ancien génie de la course, s'est lancé dans la construction de la moto italienne la plus rapide, la plus fluide et la plus confortable jamais réalisée. Au lieu de cela, il nous a offert un amphibien à 200 000 $ avec des guidons. Commençons par le bon. Le moteur, un 8 cylindres en V de 847 cm3, 32 soupapes, double arbre à cam en tête, qui ronronnait comme une montre suisse. Malheureusement, il se déplaçait aussi comme une montre suisse, délicat, cher et finalement décevant. Il produisait 100 chevaux, pas mal si vous le conduisiez dans les années 1970. En réalité, il était dépassé par tout, des motos d'1 litre aux scooters en colère. Ensuite, il y a le design. Blâmez Pininfarina autant que vous voulez, mais ce truc ressemblait à une grenouille au milieu d'une vasectomie. La carrosserie originale était si affreuse qu'elle a dû être retravaillée. Et même alors, elle ressemblait toujours à quelque chose que vos cauchemars n'oseraient pas finir de rendre. Le châssis était trop court, la conduite était inconfortable, il n'y avait pas de place pour les passagers, et la stabilité était une plaisanterie. C'était une contradiction motorisée par un V8, massivement conçu, mais complètement inutilisable. À un prix équivalent à celui d'une petite villa, on s'attendrait à quelque chose de transcendant. Ce que vous obteniez était une reine de garage exotique avec un ego fragile et une ergonomie pire. Seulement 3 ou 4 ont jamais été construits, et personne ne s'est aligné pour en avoir plus. La Morbidelli 5.8 est devenue une pièce de musée avant de devenir une moto. Et enfin, numéro 20, Suzuki TM 400 Cyclone. La Suzuki TM 400 Cyclone a été lancée en 1971 et elle a gagné sa réputation de manière difficile en projetant, désarçonnant et blessant une génération de motards qui osaient sous-estimer ses sautes d'humeur. Soyons clairs, ce n'était pas une moto mal construite, elle était juste horriblement déséquilibrée. Au cœur de la machine se trouvait un monocylindre dotant de 396 cm3 avec une plage de puissance si imprévisible qu'elle aurait tout aussi bien pu être aléatoire. Une minute, elle s'étouffait. La suivante, elle se lançait en roue arrière vers une orbite basse. Jody Weasel de Motocross Action ne l'a pas qualifiée de pire moto que j'ai jamais pilotée, pour plaisanter. Il le pensait vraiment. La maniabilité ressemblait plus à s'accrocher pour sauver sa peau. La TM400 ne prenait pas les virages, elle se lançait dans une direction de son choix. La suspension arrière était préhistorique. Le cadre se pliait comme une règle mouillée et le contrôle de l'accélérateur était aussi binaire qu'une mine terrestre. Et oui, Roger DeCoster en a piloté une, mais si votre niveau de conduite est inférieur à celui d'un demi-dieu de niveau usine, la TM400 vous dévorera vivant. Un débutant sur une Cyclone s'inscrivait essentiellement à une leçon de physique douloureuse. Les collectionneurs l'adorent maintenant pour son charme vintage, mais le charme n'efface pas son passé de moto de la mort à 2 roues. Quelle autre moto pensez-vous devrait figurer sur cette liste ? Mettez-le dans la section des commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne.